j'espère que vous allez bien. Désolé pour ce léger retard. Et j'espère que vous avez passé également une très bonne journée. Bienvenue dans ce live. Je m'appelle Dr Ismaël Hassani. Je suis hépatogastro-entérologue, exerçant actuellement au Sénégal. Et sur cette page, nous ne parlons pas que de la gastroentérologie, mais nous abordons également tous les sujets de la santé, de la médecine, avec les experts adaptés. Et ce soir, nous allons parler de la santé des soignants avec Dr Moussane Dominique Ndou et Madame Demele, qui est psychologue clinicienne. Je vais de ce pas les inviter à nous rejoindre. Et je rappelle que c'est vrai, on va parler des soignants, mais aussi toute personne exerçant une activité professionnelle pourrait se retrouver dans ce que nous allons dire ce soir, même si l'accent sera un peu plus mis sur le personnel soignant. Dominique, Mati Dola, bonsoir. Docteur Christian Osounou, bonsoir. Dominique. Alors. J'attends Dominique. Il y a Madame Deméré aussi. Voilà. Donc, nous attendons impatiemment nos invités. Madame Deméré. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, parfait. Bonjour, bonsoir. Peu importe. Comment ça va? Ça va. Très bien. Ça va bien, merci. Bonsoir, docteur Hassani. Comment vous allez? Bonsoir. Alors, il y a Moussane qui n'arrive pas à nous rejoindre. Docteur Heidi B, bonsoir. Alors, ce soir, nous allons parler de la santé des soignants. Nous allons aborder le volet santé mentale avec Madame Demele et la santé physique avec Dr Moussane Dominique Ndou, qui est médecin du travail. Alors, Dr Ndou, qu'on a du mal à recevoir par ici. Je lui ai envoyé. OK. Dr Ndou, tu pourrais accepter l'invitation, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Sorry, alors. Voilà, très bien. Salut. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Comment ça Madame va? Dembélé. Bonsoir, Madame Dembélé. Bonsoir, Voilà. docteur. Ça va bien? Bien, et vous? Ça va, merci. Alhamdulillah. Bien. Bon, je vous laisse vous présenter OK. pour ceux qui ne vous connaissent pas. Dominique. Oui. Merci beaucoup. Merci, Ismaël. Et puis, merci à Madame Dembélé aussi de partager avec moi aujourd'hui ce live. Je suis Moussane Dominique Nour. Je suis médecin du travail. Et je suis très intéressée par la santé des soignants parce que je suis moi-même soignant et c'est un thème
qui m'a toujours, on va dire, un peu intriguée et intéressée. Donc, je suis contente de pouvoir en discuter aujourd'hui. Et coucou à tous qui sont là. Je vois Aïssatou qui me salue. Madame Dembélé? Alors, bonsoir, je suis Khadijatou Konaré Dembélé, je suis psychologue clinicienne, je travaille à l'hôpital principal de Dakar et je suis ravie, docteur, de partager cette émission avec vous, la santé des soignants étant aussi pour moi quelque chose d'un intérêt vital. Donc, j'espère que nous allons pouvoir avoir des échanges fructueux pour le bien-être physique et mental des soignants. Tout à fait. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation et nous espérons également que cette soirée sera riche en connaissances pour tout un chacun de nous. Alors, la première question, Dominique, c'est quoi la santé? On va parler de la santé au travail d'abord. La santé au travail pour toute profession se retrouve. Alors, c'est quoi la santé au travail? Alors, d'abord, c'est une spécialité médicale et elle s'occupe de en fait, de la prévention des risques professionnels chez tout travailleur, je vais dire. C'est en fait, elle a comme objectif essentiellement de faire en sorte que le travailleur se sente bien sur le plan mental, sur le plan physique et sur le plan social dans l'environnement où il travaille. Elle a aussi comme autre objectif de faire en sorte que cette personne-là soit protégée de tous les risques liés à son travail et de tout dommage. Bon, après, c'est pas toujours possible, mais c'est un des objectifs. Et le dernier, c'est de faire en sorte que le travail qui est fait, c'est-à-dire la profession qui est exercée ou en tout cas la tâche qui est accomplie, soit en adéquation avec les capacités physiques et psychiques de la personne. Donc, c'est vraiment le travail qui doit s'adapter à l'homme et pas le contraire. Et c'est pas une spécialité nouvelle, je voudrais ajouter aussi ça. C'est quelque chose de très ancien parce que même dans l'Égypte antique, on a rapporté des ouvriers qui travaillaient, par exemple, pour la construction des pyramides, qui se plaignaient de lumbago, qui se plaignaient de douleurs lombaires suite, justement, à la manutention d'objets lourds qu'ils faisaient. Et il y a aussi quelqu'un dans l'Égypte, comment on appelle ça, la Rome antique, qui parlait aussi des mineurs, les mineurs de mercure. Il disait que ces gens avaient bizarrement une espérance de vie très courte. Ils mouraient très vite et très jeunes. Donc, c'est des constats qui ont été faits depuis très longtemps. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, ce n'est pas une spécialité devenue de bourgeois ou un truc très nouveau lié à la modernité, c'est très ancien. Voilà. Alors, quand parle-t-on de qualité de vie au travail? Parce que c'est un thème qui revient souvent dans la santé. Oui. Et quelles sont les notions que cela fait? Alors, la qualité de vie au travail, c'est une notion qui est de plus en plus utilisée et il y a d'ailleurs plusieurs définitions à cela. Chacun, en réalité, peut y mettre ce qu'il pense par rapport à son travail. Mais c'est vraiment, comment te dire, ça peut se percevoir comme le sentiment de bien-être. Moi, je le définirais de façon très simple en disant, c'est se réveiller le matin et être content d'aller travailler. Ça, c'est la définition simpliste. Quand on se réveille le matin et qu'on est content d'aller exercer sa profession, pour moi, il y a de la qualité de vie au travail dans cette profession-là. Après, bien sûr, ça englobe l'ambiance de travail, la culture dans l'entreprise, l'intérêt du travail, la reconnaissance qu'on a par rapport à ce travail-là, les conditions dans lesquelles on l'exerce aussi. Donc, il y a plusieurs aspects qui entrent en ligne de compte par rapport à la qualité de vie au travail. Et c'est physique, mais c'est aussi mental. Donc, c'est deux choses qui sont imbriquées et qui permettent de parler de qualité de vie au travail. Et aussi l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la vie familiale, en quelque sorte. Effectivement, ça,
c'est une notion qui a été beaucoup discutée, surtout avec Covid. Les gens se sont rendus compte qu'ils ne voulaient plus ce qu'ils ont vécu et ils ne voulaient plus se faire, enfin, que le travail leur bouffe toute leur vie. Donc, cet équilibre-là, justement, entre les deux était très important en termes de qualité de vie au travail. Effectivement, tu as raison. Alors, parlons maintenant des soignants. Parlons des soignants, les principaux risques auxquels sont exposés les soignants. Quels sont ces principaux risques? Les soignants sont exposés à beaucoup de risques. Hein, et je devrais dire que les risques auxquels ils sont exposés sont similaires à ceux auxquels les autres sont exposés avec des spécificités et des degrés moindres. Enfin, des degrés différents, on va dire. Donc, le premier risque, c'est le risque d'accident, par exemple, qui est un risque qui est commun à tout travailleur. Mais pour les soignants spécifiquement, l'accident peut être d'abord un accident de trajet, qui est considéré comme accident de travail, c'est-à-dire le trajet domicile, lieu de travail, domicile. S'il se passe quelque chose pendant ce transport-là ou dans cet intervalle-là, c'est considéré comme un accident de travail. Ensuite, il y a tous les accidents liés aux piqûres, aux coupures, aux projections de liquide biologique. Ça aussi, c'est considéré comme un accident de travail. Et il y a tous les aspects également liés aux interactions avec le public parce que nous travaillons sur de l'humain. Donc, parfois, il y a des incompréhensions ou des conflits qui peuvent, comment on appelle ça, survenir. Et les agressions aussi sur le personnel de santé sont considérés comme des accidents. Donc ça, c'est un des premiers risques. Le deuxième risque, nous travaillons dans un milieu hospitalier, dans des structures de santé, c'est le risque infectieux. Je vais détailler plus tard les pathologies qui peuvent être liées à ce risque infectieux-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les agents pathogènes sont présents dans le milieu où nous travaillons et nous pouvons être, en tant que soignants, être exposés à ces risques-là. Le troisième groupe de risques est aussi très, commun, on va dire, c'est les risques physiques. Les risques physiques englobent tout ce qui est d'abord lié aux éclairages. Vous savez que dans les hôpitaux, on a plusieurs départements, plusieurs services, et en fonction des services, l'éclairage peut être très fort ou très faible. La pédiatrie, par exemple, mettons, la néonatologie a ses spécificités, la pédiatrie en tant que telle, en tant que service a ses spécificités, les urgences ont leurs spécificités, le bloc opératoire a ses spécificités. Donc, tout cela peut engendrer des risques et entraîner même de la fatigue visuelle parce que les niveaux d'éclairage sont différents et les personnes sont obligées parfois de s'adapter. Ensuite, on a le bruit. L'hôpital, c'est un milieu qui est censé être très calme, mais c'est un milieu bruyant. Beaucoup d'alarmes, beaucoup de bips, beaucoup de sirènes qui n'ont pas forcément un impact sur lui parce que quand on parle de bruit en santé au travail, on pense plus aux aspects niveau de bruit qui peuvent entraîner une surdité. Mais là, c'est plus quelque chose de gênant qui peut entraîner peut-être une nervosité, qui peut entraîner des difficultés de concentration, etc. Je vais revenir dessus. Mais c'est plus ça, les risques physiques, donc le bruit. Ensuite, il y a les ambiances de travail aussi liées, la température et tout. Quand il fait trop chaud ou trop froid dans un environnement hospitalier, ça peut aussi incommoder le travailleur. En dehors de ça, on a les risques spécifiques à la profession, comme les radiations ionisantes. C'est vraiment tous qui sont en radiologie, qui sont en radiologie et qui peuvent être exposés à ces rayons-là. C'est vrai que de plus en plus, ils sont protégés et de plus en plus, ces risques-là sont réduits, mais ils restent présents. Donc, ça, c'est des risques physiques. Et par rapport à ces risques physiques-là, je voudrais aussi rajouter une chose, c'est les risques liés aux postures. C'est vrai que ce n'est pas toujours inclus dedans, mais c'est aussi un risque, gestes et postures. Donc, les postures pour le travail peuvent aussi entraîner ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, sur lesquels on va certainement revenir, et qui sont aussi une pathologie très présente dans l'hôpital et dans le milieu des soignants. Donc, en gros, ça, c'est le troisième groupe de risques dont je voulais parler.
Après, bien entendu, on a tout ce qui est lié au toxique aussi, parce qu'on utilise aussi des drogues, on utilise des médicaments qui peuvent être potentiellement toxiques pour les gens qui les diluent et qui les manipulent avant de les administrer aux patients. Ça aussi, c'est un aspect sur lequel on peut revenir, que ce soit en oncologie, donc en cancéro, comme en anesthésiologie, etc. C'est un groupe de risque qui parfois est, comment te dire, est sous-estimé, mais qui est réellement présent, et c'est des gens qui devraient être aussi surveillés parce qu'ils sont exposés. Après, on a tout ce qui est lié aux dermites de contact, aux gants, pas seulement, mais tout ce qui est lié à la peau, justement, parce qu'on utilise aussi beaucoup de produits, on se lave beaucoup les mains, on utilise des gants, et on a parfois des produits aussi qui peuvent entraîner une réaction, comment on appelle ça, sur la peau. En gros, c'est cela. Certainement, il y a des risques que j'ai omis, mais en gros, c'est vraiment ça les risques auxquels nous sommes exposés en tant que soignants. Donc pour résumer, les risques relatifs aux soignants, il y a les accidents, d'accord, il y a les infections, donc le risque infectieux, physique et puis toxique. C'est vrai, on va revenir sur les risques sociaux, psychosociaux avec Madame Dembélé. Mais déjà, les soignants, ce n'est pas que les médecins. Donc, on va préciser, ce n'est pas que les médecins. Vous avez remarqué, les soignants, c'est les médecins, c'est les infirmiers, aides-infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, les sages-femmes, les techniciens, même les secrétaires médicaux ou médicales. Voilà, et je pense que... Bon. Madame Dembélé. Oui. Risques psychosociaux des soignants. Alors, merci. Alors, comme vous dites, c'est bien de repréciser que les soignants, ce n'est pas seulement les médecins. Même le vigile qui est à la porte de l'hôpital accueil peut avoir des risques dans son travail parce que les patients peuvent arriver avec leur angoisse, leur inquiétude, voilà, et être, entre guillemets, potentiellement agressifs ou autre chose. Donc, ils sont exposés à voir, surtout qu'on est dans un milieu de soins, à voir des scènes qui ne sont pas forcément toujours pas habituelles pour eux, en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est complètement habituel pour le médecin ou les autres soignants, mais ils ont plus l'habitude de voir ça. Donc, ils sont exposés à la souffrance, à beaucoup d'autres choses. Donc, c'est bien de préciser quand même que c'est toutes les personnes, en tout cas, qui sont dans le milieu des soins, que ce soit le personnel technique, le personnel administratif, voilà. Alors, effectivement, il existe des risques pour la santé mentale, physique et sociale de l'individu dans le travail. Et comme l'a dit tout à l'heure, docteur, quand il y a un déséquilibre entre ce qu'on nous demande et les moyens dont on dispose, les exigences du travail et les ressources liées au travail, effectivement, il peut y avoir beaucoup de problèmes et tous ces accidents que le docteur vient d'énumérer, la plupart du temps, peuvent aussi intervenir quand la personne ou le soignant est moins, comment je vais dire ça, moins alerte parce que soit il est débordé, soit il est sur plusieurs choses à la fois, soit il n'a pas le matériel nécessaire, soit parce qu'il n'a pas eu le temps de se reposer, parce que. Et je pense que j'y reviendrai tout à l'heure avec la COVID qui nous a quand même donné des exemples patents. Donc, les risques psychosociaux, c'est effectivement une démotivation qui peut être là. C'est une somatisation des maladies. Le docteur en a parlé tout à l'heure et on va revenir là-dessus aussi tout à l'heure. Et puis, beaucoup de maladies sur le plan psychique et peut-être même le burn-out. Et très souvent, une inadaptation sociale et un impact énorme dans la vie sociale de tous les jours. Alors, vous avez bien dit le mot, le burn-out et épuisement professionnel. Donc, si on prend le cas, par exemple, de la pandémie que nous avons traversée et que nous traversons encore,
où le personnel soignant a été mis à l'épreuve. Alors, quel est l'impact de l'épuisement professionnel des soignants sur les soins, sachant qu'un personnel de santé bien formé, soutenu, motivé est la clé de voûte de tout système de santé. Et sans lui, il n'y aurait pas de soins. Dominique? Oui, alors, vraiment, enfin, l'impact de l'épuisement professionnel, il est réel hein, sur la qualité des soins globalement. Je pense que Mme Dembélé sera d'accord avec moi. Quelqu'un qui est épuisé professionnellement, d'abord n'est pas concentré, donc il y a un risque déjà d'erreur, il y a le risque d'accident qui est accru, et puis il y a le risque de même de conflit qui est aussi accru parce que la personne n'est plus tout à fait, comment dire, ses capacités d'empathie et ses capacités habituelles de compassion, je pense, sont réduites. Et du coup, c'est vraiment un risque d'avoir un personnel épuisé. On l'a beaucoup vu pendant la COVID. Le personnel soignant globalement, dans sa globalité, était épuisé et ils l'ont même exprimé. Et on a vu que plus les équipes étaient épuisées, plus elles étaient susceptibles d'être infectées par la COVID parce qu'elles faisaient moins attention, elles mettaient moins les EPI et elles se laissaient à la limite aller. Donc, ça, c'est vraiment, je puis dire, quelque chose qu'il faut éviter. Et pour éviter cela, il y a beaucoup de mécanismes et de moyens qu'on peut utiliser. Mais il faudrait, dans l'absolu et dans l'idéal, ne pas en arriver là. Madame Dembélé? Moi, ce que je voulais préciser, je pense que c'est très important qu'on définisse même bien le burn-out, qui est un syndrome effectivement d'épuisement professionnel. Et que on en parle chez un individu qui n'avait pas de troubles psychopathologiques majeurs et qui a fonctionné pendant un certain moment avec une performance qui était là et qui était adéquate et qui lui permettait de gérer sa situation professionnelle sans souci, sans aucun précédent. Hein? Et donc, quand il est en burn-out, il n'est plus capable parce que toutes les stratégies qu'il avait pu mettre en place pour pouvoir gérer ne marchent plus. Donc, à ce moment-là, on parle d'épuisement professionnel avec 3 gros syndromes qu'on va retrouver. Un épuisement émotionnel, c'est-à-dire c'est des gens qui, sur le plan émotionnel, sont lessivés. Souvent, quand on parle de burn-out, on a souvent cette image d'une bougie qui est en train de se consumer, en fait. Parce que quand on allume une bougie, on allume la mèche, mais la mèche, on ne voit pas tout le bout de la mèche, en fait. On voit juste le début. Et quand elle se consume de l'intérieur et elle fond. Et c'est pratiquement exactement ce qui se passe à l'intérieur de l'individu qui est en train de faire son burn-out. Donc, il va faire face à un épuisement émotionnel, à un sentiment de dépersonnalisation, c'est-à-dire il va plus se reconnaître, il va plus savoir qui il est, il va avoir des attitudes qu'il n'avait pas, donc lui-même n'arrive plus à se retrouver. Et beaucoup de diminution de l'accomplissement personnel. Le docteur l'a dit tout à l'heure, la santé dans le soin, en fait, ça veut dire que quand on se réveille pour aller au travail, on est content de se mettre en train, de se préparer, pour les dames de se maquiller, de mettre telle chose, de faire son foulard, des choses comme ça. Et quand on n'est plus dans notre travail, aller au travail, c'est à la limite calvaire. Et ça, c'est vraiment une souffrance qui est là chez les soignants et qu'on a vraiment observé. Je vous donne juste un exemple. Je vous dirai tout à l'heure le nom de l'étudiante, je ne l'ai pas là avec moi, qui a fait une thèse dont l'objet était de caractériser l'épidémiologie du burn-out en milieu hospitalo-universitaire sénégalais. Elle a fait une étude transversale. Elle a utilisé un questionnaire MBA qui est un questionnaire pour le burn-out. Et sur 159 médecins, le burn-out global était de 91,82%. C'est au Sénégal. 91,82% globalement, les chiffres globaux. Elle a eu 37,7% de burn-out modéré, 22% de forme sévère, je trouve quand même que c'est beaucoup. Dont 74,8%
Alors, dans le burn-out, elle a eu 74,8% d'épuisement émotionnel. Donc, plus de 70% avaient un épuisement émotionnel. 61,6% dépersonnalisation, 62,9% perte d'accomplissement personnel. Et c'était beaucoup plus fréquent chez les anesthésistes réanimateurs et chez les médecins urgentistes. On avait retrouvé plus d'épuisement émotionnel chez ce type de personnel-là. Les médecins en formation étaient capables d'en faire 12 fois plus de risques que le spécialiste. Et l'autre chose, le docteur a brossé tête, je lui ai entendu parler de médicaments, oui, il a parlé de la manipulation des produits. Mais l'autre chose qu'on retrouve très, très souvent aussi, c'est l'utilisation de psychotropes chez le personnel soignant. Justement parce que, comme elle l'a dit, il y aura des maladies qui vont apparaître du fait des conditions de travail. Après, on aura une très forte somatisation. Et après, comme on dit avec les militaires, la disponibilité de l'arme, c'est le soignant aussi, la disponibilité de l'arme, elle est là. Hein? L'arme n'est pas très loin, c'est le médicament. Et donc, on va se sentir courbaturé, on va se sentir pas bien, on va se sentir on a un peu mal à la tête, on est un peu stressé, on a une insomnie et facilement, on commence à s'automédiquer, à prendre des médicaments et très facilement, on arrive aussi dans l'addiction chez le personnel soignant. Donc, pour résumer, burn-out, épuisement émotionnel, sentiment de dépersonnalisation et la perte de l'accomplissement personnel. Oui. On a l'impression qu'on ne se réalise plus, en fait. Oui. Effectivement, il fait qu'il souligne 22% de formes de burn-out sévère, c'est énorme. Effectivement, c'est assez important. Et j'avais oublié dans les soignants de dire les étudiants en médecine aussi. Les étudiants en médecine sont concernés. Tous ceux qui travaillent dans les laboratoires également sont concernés. Il y a Mathie qui me l'a rappelé tout à l'heure. Donc, alors, Madame Dembélé, quels sont les signaux d'alerte du burn-out? Alors, les signaux d'alerte, c'est déjà quand on commence à être moins motivé dans le travail. C'est des signaux d'alerte. Quand on commence à avoir une très, très forte somatisation aussi, c'est des signaux d'alerte. Une irritabilité, une fatigue inexplicable. Par exemple, on part en congé, on revient, et bon, après, on n'est pas encore vraiment en forme. On a l'impression que finalement, c'est pas comme si on était allé en congé, qu'on ne vient pas de revenir de congé. C'est difficile d'entrer en lien avec les gens. Donc, c'est vraiment ça qui commence. On a un certain cynisme, on a une certaine baisse de l'efficacité au niveau du travail. Hein? C'est vraiment des signes annonciateurs qui sont là, qui, s'ils perdurent, peuvent nous mener directement vers quelque chose de plus compliqué à prendre en charge. On a une tentative de mettre de la distance entre soi et le service. On est moins impliqué, on est là, on fait des choses, mais on n'a pas l'impression que ça avance ni que ça aboutisse. Et on se pose beaucoup de questions. Parfois, on est beaucoup même dans des idées noires, hein, où on se dit carrément qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et ce qu'on faisait en 1 heure, parfois, on a besoin de 2 heures ou plus de 2 heures pour arriver à le faire. Donc, se mettre en route commence à être un peu plus difficile. Les résultats tardent à arriver. On va mettre plus d'efforts pour avoir un résultat, alors qu'auparavant, on y arrivait facilement. À ce niveau, je voulais souligner, je ne sais pas si tu permets, Ismaël. Vas-y. Oui, je voulais dire que à ce niveau-là, effectivement, beaucoup de soignants ont ressenti cela et continuent de le ressentir, mais le problème et la difficulté que je vois, c'est que dans la plupart des structures sanitaires, quelles qu'elles soient, le médecin du travail n'est pas là, la structure service médical du travail n'est pas forcément là, et justement cette jonction santé physique, santé mentale n'est pas aussi là. Du coup,
le peu de, enfin, dans le peu de structures où il y a des médecins du travail, le médecin du travail ou le service de médecine du travail devient un peu le, comment dire, peut-être que le mur de lamentation, c'est trop dire, mais c'est là où les gens vont pour parler parce qu'ils n'ont pas ailleurs où aller. Et il y a toute cette stigmatisation, je pense, Madame Dembélé, autour de la santé mentale qui fait que même nous, soignants, enfin, soignants en général, global, ne voulons pas forcément consulter parce que il y a cette vulnérabilité, ce fait de ne pas vouloir montrer la vulnérabilité, ni consulter en santé mentale, ni demander de l'aide, parce que on a été, comment dire, formaté un peu à être toujours solide, prodiguer des soins, être celui sur qui on compte, mais pas celui qui doit compter sur quelqu'un. Donc, je pense que ça a été un problème pendant longtemps. Je pense que même moi, la prise de conscience, elle est venue un peu plus tard dans la structure actuelle où je suis, où j'ai la chance de pouvoir travailler avec une psychologue et du coup de faire équipe et de voir qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est pas, enfin, techniquement, ce n'est pas possible, ça ne va pas. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter à ce que je suis tout à fait d'accord, Madame Dembélé, avec ce que vous avez dit. Alors, et moi, je suis d'accord avec vous que très souvent, dans beaucoup de structures, le médecin du personnel peut ne pas être là présent tous les jours. Et le médecin du personnel, en tout cas dans des milieux de soins, est incontournable. Parce que c'est le médecin du personnel, justement, qui encadre tous les soins, qui coach un peu toutes ces choses-là, qui va envoyer chez les différents spécialistes et comme vous dites, qui est le mur de lamentation et qui va pouvoir faire la bonne orientation, la bonne référence avec les mots qu'il faut pour les rassurer, pour aller voir le psy, parce que forcément, on n'est pas allé voir le psy parce qu'on est malade ou parce qu'on est fou ou j'en sais trop rien. Et c'est le médecin du personnel aussi qui, à un moment, peut, en fonction des plaintes qu'elle reçoit, des différentes sortes de pathologies qui lui arrivent quand même, si c'est des choses qui sont en hausse ou en tout cas, voilà, des choses assez particulières, qui peut recenser tout ça et pouvoir le faire monter au niveau de la hiérarchie pour que les gens puissent aussi avoir une certaine politique. Moi, je trouve que on est très maltraitant avec les soignants. C'est vrai. Heureusement, moi, je ne suis que psychologue parce que les médecins, c'est, comment je dirais, c'est des demi-dieux ou des cousins de Dieu. Donc, ils doivent à tous les coups sauver et régler. Alors, le chirurgien, lui, le réa, c'est presque Dieu. Donc, vous imaginez dire à Dieu, bah, ça ne va pas, il faut aller se faire soigner, il faut aller parler avec quelqu'un. C'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que le médecin du personnel est quelqu'un d'incontournable. Parce que c'est vers ce médecin que les choses vont en premier lieu atterrir. Et si le médecin du travail n'est pas là, n'est pas vigilant, pense qu'il doit être là pour être le médecin généraliste, je suis désolée, le médecin du travail n'est pas un médecin généraliste. Ça, il faut que, voilà. Et je suis contente de vous l'entendre dire, parce que moi, je travaille avec un médecin du personnel, Dr Fatkine Souma, à qui je rends hommage, qui est excellente et extraordinaire. Parce que c'est eux qui s'occupent de nous. Et on a aussi besoin qu'on s'occupe de nous. Parce que en systémie, il y a un grand penseur qui disait, si tu n'es pas bien pour toi, tu ne peux pas être bien pour les autres. Et c'est important qu'on prenne le temps de s'occuper des soignants, de s'occuper de leur santé mentale et de leur santé physique. Et vous avez parfaitement raison. Hein? Si la santé mentale ne va pas, il y a beaucoup de choses qui vont aller un peu mal. Et nous sommes maltraitants avec nos collègues. Je rajoute juste, beaucoup de collègues sont catalogués cyniques, difficiles. C'est beaucoup de souffrance derrière. Et je pense qu'il nous faudrait à tous beaucoup plus prendre conscience de cela et prendre soin de nos collègues et être beaucoup plus bienveillant parce que derrière ce cynisme, cette difficulté, ce caractère, entre guillemets, ce sale caractère dont on affiche pour nos collègues, parfois il y a beaucoup de souffrance derrière et peut-être un peu un épuisement qui ne dit pas son nom. Alors, et ça, et je vais y revenir plus tard dans les conséquences et les manifestations, parce qu'après, c'est juste des mécanismes de défense que les gens vont mettre aussi pour se protéger. Hein. Chacun fait avec ce qu'il peut. Hein.
Et on en avait parlé ici une fois, Madame Dembélé, au sujet de l'annonce des diagnostics, où effectivement le médecin a ce mécanisme de défense compte tenu de sa fragilité, je vais dire. Ouais. Et la stigmatisation importante qui entoure les troubles psychiques empêche fréquemment les soignants de reconnaître et de demander de l'aide lorsqu'ils sont en souffrance. Dans les manifestations cliniques du burn-out, vous allez avoir sur le plan émotionnel une anxiété qui va être là, une irritabilité, une hypersensibilité, absence d'émotion. Et ça montre la souffrance des gens. Au niveau cognitif, on va avoir des troubles de la mémoire, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Je disais tout à l'heure que, voilà, les choses qu'on arrivait à faire, voilà, en 1 heure, 2 heures, parfois c'est beaucoup plus laborieux parce qu'on a du mal à se concentrer, on a du mal à être sur quelque chose, on a même des troubles de mémoire, on oublie très rapidement beaucoup de choses, tout ce qui rentre, ressort, on ne sait plus où. Et après, il y a au niveau comportemental, soit c'est le repli sur soi, soit c'est une agressivité, et ça, soit c'est un comportement addictif. On va aller prendre quelque chose pour se sentir mieux, pour se sentir détendu, pour pouvoir avoir un peu de peps, un peu de punch, pour pouvoir y aller, pour pouvoir aller faire quelque chose qu'on a aucune envie d'aller faire, par exemple. Et là, on rentre dans un cercle addictif. Et c'est des choses que l'on voit dans la consultation de tous les jours. Énormément de personnels soignants addicts aux médicaments. Le travail, c'est beaucoup de dégâts. Après ceux qui sont en réa ou autre chose, ou en tout cas qui peuvent disposer de ces produits-là, il y a la kétamine, voilà, l'atropin, énormément d'autres choses que les gens utilisent un moment parce que justement, ils sentent que voilà, ils n'ont plus du tout ce peps-là, qu'ils n'arrivent plus à se mettre en route, qu'ils essaient de se remettre en route en utilisant quelque chose et que ça devienne finalement un piège, entre guillemets, dans lequel on est. On va avoir des gens qui vont se désengager, qui étaient vraiment des médecins hyper chocs, qui étaient là du matin au soir. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était les premiers à se ruer, mais que de plus en plus, on ne les reconnaît plus. Ils sont là, tu leur dis un truc, ah oui, d'accord, ok. Voilà, doute de leurs propres compétences parce que justement, ils commencent à avoir des troubles de mémoire, ils ne se rappellent plus, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus aussi concentrés que ça, qu'ils n'arrivent plus à faire beaucoup attention et ils commencent à se poser des questions. Est-ce que je suis un bon médecin? Est-ce que c'est possible? Est-ce que hein? Et donc, les troubles du sommeil, bah, il y en a la tonnelle quintale, hein. Voilà, et après, on est beaucoup... Voilà, c'est vraiment toute cette somatisation-là, et je pense que c'est là où le médecin du travail a un rôle excellent à jouer, qui est que quand quelqu'un arrive avec tout le temps, on a des céphalées, on a des vertiges, des troubles gastro-intestinaux, une asthénie qui est assez rebelle, on a fait tout le bilan, tout est OK, c'est de pouvoir prendre le temps de voir aussi il est dans quelle structure, dans quel département, comment il travaille, comment ça se passe, quelle est la relation avec les collègues, quelle est la relation avec la hiérarchie. Voilà, débroussailler un tout petit peu pour permettre de voir quand même, aller chercher justement cette souffrance peut-être qui est là, peut-être travailler, utiliser les mots qu'il faut pour envoyer vers le psychologue s'il est dans la structure, ou s'il n'est pas dans la structure, aller dans une autre structure pour pouvoir avoir quand même du temps pour soi aussi. Ouais. Et ça me permet peut-être de dire une chose. Oui. Le médecin du travail n'est pas un médecin de bureau. Et ça, je pense que beaucoup de structures l'oublient, beaucoup de médecins l'oublient. Le médecin du travail doit faire la visite des postes de travail, le tiers-temps. C'est-à-dire que s'il s'assoit dans son bureau et qu'il attend le personnel, il va rater beaucoup de choses parce qu'il ne les verra pas en train de travailler. Il ne saura pas quelles sont les interactions dans le service. Il ne saura pas qu'est-ce qui est en train de se passer réellement. Et il ne pourra pas expliquer justement ces gens qui somatisent alors que c'est leur patron peut-être avec lesquels ça ne va pas, un collègue avec lequel ça ne va pas, des problèmes d'évaluation parfois de performance à la fin, parfois c'est juste un problème de poste qui doit passer à quelle échelle. Il y a plein de problèmes, de problèmes liés à l'organisation même du service
qui peuvent retentir, impacter la santé physique et mentale du personnel. Donc, le médecin du travail, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. D'ailleurs, certains sont étonnés en se disant, mais pourquoi, quand un médecin du travail dit, je ne consulte pas, c'est un scandale. Les gens se disent, pourquoi vous ne consultez pas, vous êtes médecin. Un médecin du travail qui ne fait que consulter, ce n'est pas un médecin du travail. Enfin, je suis désolée, mais c'est ça. Je crois qu'on va bien s'entendre avec vous. Alors oui, nous allons... Dominique, tu évoquais tout à l'heure les pathologies liées aux risques infectieux et physiques. Et sont les principales pathologies relatives à ces différents risques. Oui, alors, pour ce qui est des infections, c'est vraiment, enfin, les plus classiques, c'est les hépatites surtout parce que on est dans un milieu où accident avec exposition au sang, pas accident avec exposition aux fluides biologiques, comment on appelle, manipulation de matériel lié à une personne potentiellement infectée. Donc, hépatite A, hépatite B, surtout les deux qui sont les plus vus, tuberculose, parce que procédure génératrice d'aérosol, on a beaucoup parlé de Covid. Après, pendant Covid, je me suis dit, on est en train de passer à côté de la tuberculose. Et effectivement, après, le PNT a dit que non seulement il y avait un problème par rapport à l'observance, mais il y a eu beaucoup d'infections en plus parce que on s'est protégé certainement de Covid, mais les soignants ont été exposés et à Covid et à la tuberculose en même temps. Donc, tuberculose, VIH pour les mêmes raisons que l'hépatite, et peut-être toutes les autres infections potentiellement qui traînent dans l'hôpital, y compris les bacilles multirésistants parfois. Donc, pour les infections, c'est vraiment toutes les infections potentiellement qui sont dans le milieu hospitalier et que les soignants peuvent choper. Et ça peut être du médecin à la personne qui est à la porte, comme a dit tout à l'heure Mme Dembélé, ça peut être n'importe qui. C'est ça pour les infections. Et pour ça aussi, il y a une surveillance médicale et il y a des vaccins obligatoires pour le personnel de santé. Et il y a des gens qui viennent travailler à l'hôpital, qui ne sont vaccinés contre rien du tout et qui marchent comme ça, tranquillement. Alors qu'il y a des vaccins obligatoires et des vaccins recommandés que les gens devraient prendre, y compris les médecins. Il y a des médecins qui ne sont pas à jour de leur vaccin et qui travaillent en milieu hospitalier. Moi, je sais que Mme Souma, qui est notre médecin du travail, elle court derrière les médecins pour qu'ils fassent leur visite annuelle. Hein. Oui. Parce qu'ils n'ont jamais le temps, ils sont tellement en train de bosser qu'ils en oublient que quand même, eux, c'est des êtres humains et qu'il faut aussi aller se faire soigner. Mais elle est très, très, très efficace. Hein. Elle arrive quand même. Elle a sa méthode. À trouver les moyens. Elle les fait passer tous, un par un. Ça prendra le temps que ça prendra. Et c'est ça aussi. En fait, je pense que c'est très important. Le métier de soignant, en fait, quand je fais les visites d'aptitude psychologique pour les élèves militaires de l'école militaire de santé, je rigole toujours parce que quand ils arrivent et que je fais passer le questionnaire et que je les vois en entretien, je demande pourquoi vous voulez faire la médecine. Ah, je veux sauver les gens, je veux aider les gens, je veux sauver des vies. J'ai dit, d'accord, ok, mais vous allez en tuer plus que vous en sauvez. Et je vous assure qu'ils sont littéralement liquéfiés, quoi. Celle-là, elle va bien dans sa tête ou pas? Vous n'allez pas sauver les gens, hein? Vous allez en tuer, même d'ailleurs beaucoup. Et ça, les gens ne peuvent pas l'imaginer. Donc, c'est vrai que c'est un sacerdoce. On y rentre parce que pour X ou Y raison, en fonction de la personnalité de l'individu, de ce que ça lui apporte et tout. Et très souvent, on oublie qu'on est aussi des êtres humains, qu'on doivent prendre soin de nous-mêmes. Moi, je suis psychologue, je vous dis, hein, mais quand j'étais enceinte, parce que le gynécologue, on mangeait ensemble au mess des officiers, il me regarde et me dit, toi là, on n'a pas rendez-vous. Tu ne dois pas faire ta consultation. Je dis, si, mon colonel Pierre John, que je salue en passant. Je dis, ah, mon colonel, c'est vrai, je devais avoir rendez-vous. On y va. Et c'est quand on finit de manger là, on va ensemble dans son bureau. Sinon, j'ai même oublié que j'avais une consultation à faire. Je suis enceinte et je dois quand même faire des choses de femme enceinte. Et donc, c'est très, très, très important. Et comme vous le dites, le médecin du travail a un rôle extraordinaire à jouer dans ça. Si c'est quelqu'un qui pense que je suis médecin du travail, je suis dans mon bureau, j'attends que les gens viennent, je regarde qui est grippé, qui est enrhumé, et après c'est fini.
ça ne marche pas. Ouais. Le soignant, c'est humain comme les autres. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est être humain comme les autres. Et le sacerdoce ne doit pas aller jusqu'au sacrifice. On n'est pas censé nous sacrifier, hein. Ce n'est pas le but du jeu. Désolé, mais enfin. N'est-ce pas, Ismaël? On est d'accord. C'est pas le but du jeu. À la fin de la journée, on doit gagner sa vie, mais pas la perdre, normalement. Totalement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres motivations qui sont derrière aussi, qui font que vous verrez quelqu'un qui va faire plus attention à lui, quelqu'un qui va faire moins attention à lui. Voilà, c'est aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent être derrière, qui peuvent l'expliquer, mais vous avez parfaitement raison. Et puis surtout, comme maintenant on nous envoie en prison, je pense que c'est bien de prendre soin de soi. Entre-temps, oui. Si ça peut servir à ça, au moins. Ça devait sortir ce soir, là. Je ne savais pas à quel moment ça allait sortir, mais bon, là, c'est bon. C'est sorti, c'est dit. Là, c'est bon. Merci, Madame Dembélé. Donc, voilà, mais c'est très vrai, c'est totalement vrai. Et du coup, on est exposé à tous ces risques-là. En plus, on a maintenant la justice. On a aussi les risques physiques. Et pour les risques physiques, moi, je vais juste insister sur les troubles musculo-squelettiques. Parce que les troubles musculo-squelettiques, nous sommes en train de payer un lourd tribut aux troubles musculo-squelettiques. Oui. Alors, troubles musculo-squelettiques, c'est tout ce qui est lié aux muscles et surtout au squelette. Parce que le squelette, nous sommes des bipèdes. Nous ne sommes plus, nous nous sommes dit que nous allions marcher sur nos pieds. Enfin, les autres animaux sont à 4 pattes, nous sommes sur 2 pattes. Donc, sur nos 2 pieds-là, bipèdes, il y a un problème de stabilité. Nous avons un squelette. Et ce squelette-là, il est tiré par la gravité aussi. Parce que, si nous nous laissons tomber, nous sommes tirés par la gravité. Du coup, troubles musculo-squelettiques, Madame Dembélé le disait, les chirurgiens, les anesthésistes ont tous, ou presque, un souci au niveau lombaire. Parce que leurs disques en ont trop pris, parce que les interventions chirurgicales prennent beaucoup de temps. Les gens sont debout sur 8 heures ou plus. Parce qu'il faut ventiler, réanimer, courber, comment on appelle ça, intuber, courber. Et ça, le dos prend aussi sur lui. Tous les chirurgiens, toutes les spécialités chirurgicales sont impliquées. Tous les anesthésistes réanimateurs sont impliqués. Ça, c'est pour les médecins. Et même les généralistes assis sur leur fauteuil sont aussi assis d'une façon parfois inadaptée. On va revenir après sur les postures. Mais troubles musculo-squelettiques. Les brancardiers, ça c'est autre chose. Mais nous tous nous brancardons de l'étudiant à médecine à tous. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, nous soulevons des kilos que nous ne comptabilisons pas. Et ces kilos-là, c'est notre dos qui prend. Et après, on se permet de conduire, en région ou dans Dakar, on conduit quand même. On conduit longtemps, assis sur des sièges aussi et des véhicules dont les suspensions, bon, c'est pas trop ça. On fait parfois des longues distances, surtout les médecins qui sont en région aussi pour rallier certaines zones. C'est un vaste problème de santé que nous avons et nous avons tous un exemple au moins d'un médecin qui, plus ou moins, ne fonctionne plus très bien parce que justement son dos ne veut plus, son cou ne veut plus, ses mains ne veulent plus parce qu'il y a un trouble musculo-squelettique, quel que soit le canal carpien, que ce soit les tendinopathies, le coude, que ce soit les épaules, enfin les deux parfois, que ce soit toute la colonne, il y a un souci majeur. Et ça peut entraîner aussi des conduites addictives parce que les gens prennent ce qu'ils ont sous la main. Ils commencent par le paracétamol, après le palier 2, après c'est le palier 3, parce qu'il faut qu'ils tiennent. Il faut qu'ils tiennent pour faire ils commencent par le palier 3, hein? Ah bon, ok, bon. Donc, on a un sérieux souci. Et malheureusement, les gens ne lisent pas la chose. Hein. Ils se disent pas que c'est le travail potentiellement qui est à l'origine de cette pathologie que j'ai. Et que quand j'ai commencé médecine, j'avais un dos plus ou moins en parfait état, même si les études médicales prennent aussi un peu leur part de cette santé du dos-là. Donc, pour moi, la sensibilisation, si on devait en faire une aujourd'hui par rapport au risque physique, c'est gestes et posture, les troubles musculo-squelettiques, parce qu'on ne s'en sortira pas si on continue
à avoir ce type d'attitude-là. Voilà. Oui. Et je te demande en même temps, quels sont les gestes et postures à adopter au travail pour lutter contre ces troubles musculo-squelettiques? Alors, première chose, toutes les postures prolongées sont inadéquates. C'est-à-dire que assis longtemps, debout longtemps, courbé longtemps, ça devient il faut alterner les postures. Quand on est assis, il faut qu'on soit assis avec un dos qui a comment ils appellent ça, un soutien lombaire et de préférence un soutien cervical, un support cervical. Et il faut aussi avoir bien les mains. Il y a des attitudes, il y a même comment on appelle ça, des images qui montrent comment est-ce qu'on va être bien assis. Mais on n'est pas que assis. Il y a tous qui sont debout à longueur de journée. Et quand on est debout 8 heures de temps, il faut pouvoir aussi bouger. Parfois, les tables ne sont pas réglables, ajustables, que ce soit les tables des bureaux comme les tables opératoires, comme tout. On a un problème d'inadaptation du matériel qu'on utilise au quotidien pour le travail. Et ça, c'est valable pour les médecins, c'est valable pour les pharmaciens. Quand vous entrez dans les officines de pharmacie, moi, je regarde les pharmaciens, ce sont des gens qui sont très bien, ils sont plus riches que les médecins, ils ont plein de bonnes trucs, mais à côté, ils font parfois eux-mêmes de la manutention avec les médicaments sans s'en rendre compte, parce que c'est de petites caisses qu'ils ne comptabilisent pas. Ils sont assis pour faire leur comptabilité parce qu'il y a de l'argent. Ils sont derrière les comptoirs, mais de 8 heures, parfois à 22 heures sans s'en rendre compte. Après, c'est pas tous qui font ça, il y en a qui laissent les assistants devant. Les dentistes, c'est pire. Assis sur un tabouret, en train d'extraire une dent qui refuse de sortir, ils se contorsionnent dans tous les sens pendant X heures d'une journée et après d'une semaine. Les laborantins, n'en parlons pas, les radiologues et l'échographie, les endoscopies, etc. Il y a beaucoup de risques auxquels ces personnes-là sont exposées à cause des gestes et postures inadaptés. Donc, je ne parle pas des brancardiers, bien sûr, qui viennent se courber et soulever d'un seul coup un truc et qui se font un lumbago d'emblée. C'est-à-dire qu'il soulève, le gars, il peut plus se relever parce que le dos est bloqué. Donc, gestes et postures, la meilleure chose, c'est alterner les postures, ne pas les garder de façon prolongée et essayer de trouver quand même du matériel adapté, même si, encore une fois, des gens vont se dire non, il me faut une chaise ergonomique, une souris ergonomique, un tapis ergonomique. Si tout est ergonomique et la personne ne sait pas l'utiliser, c'est aussi un autre problème. Formation. Donc, on a vraiment à faire sur ce domaine-là. Merci Dominique. Alors, tu disais éviter les statuts prolongés. Alors, c'est quoi la durée à peu près? Assis longtemps, debout longtemps. Alors, quelle est la durée moyenne à peu près? Alors, ce qui est dit, que les spécialistes disent entre 1 heure, en tout cas, toutes les heures, au moins, il faut se lever et bouger. Pour changer de position. Changer de position. Il faut changer de position au bout d'1 heure parce qu'on est quand même resté statique trop longtemps, que ce soit debout, courbé ou assis. Après, d'autres te diront 2 heures, mais 1 heure, moi, je pense que 1 heure, c'est quand même raisonnable. Au bout d'1 heure, on peut quand même bouger. C'est bon pour le squelette, c'est bon pour les muscles et c'est bon pour nous. Ok. Il y a Binta qui dit, en fait, ici, c'est l'homme qui s'adapte au travail. Ça ne devrait pas être le cas. C'est le travail qui devrait s'adapter à l'homme, jamais le contraire. Mais bon, on voit tous que c'est pas vraiment ce qui est vu en pratique. Un témoignage de Mathie au labo. Avec les bagages, on est souvent en position statue debout. Et je me rends compte de plus en plus des douleurs lombaires. Et Mathie qui demande, alors, une question pour Dr. Ndou, comment on va tenir pour les postures? Ben, je pense que... Qu'est-ce qu'on a dit? Éviter les statuts prolongés, donc dans une position au bout d'1 heure. Chaque 1 heure, on est censé changer de position. Faire ce feu, mais idéalement, oui. Idéalement. Et toujours avoir le support lombaire, ne jamais l'oublier. Avoir toujours un support lombaire parce qu'on oublie souvent de soutenir son dos. Et
enfin, quand on peut utiliser les Swiss balls, il y a aussi de plus en plus de gens qui se mettent au Swiss ball, qui sont assis sur un Swiss ball. Au moins, ça permet de stabiliser aussi la colonne quand on peut. Ça peut aider. Alors, Madame Dembélé, Mhm. on a parlé tout à l'heure du burn-out, l'épuisement professionnel. Et quelles sont les mesures de prévention du burn-out? Alors, pour prévenir le burn-out, il faudrait d'abord qu'il y ait une adéquation. Comme disait quelqu'un, que c'est l'homme qui s'adapte ici, et ça ne devrait pas être. Déjà, il y a plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont individuels. Il y a des facteurs qui sont liés à l'institution et d'autres facteurs dehors. Donc, au niveau individuel, il faudrait que, justement, la personne, le soignant, puisse prendre soin de lui, s'occuper de lui, faire attention à lui. Malheureusement, on est déjà dans une société où on a tellement de pression que, voilà, après, ma fille, c'est docteur Nour, elle est le médecin du personnel de tel hôpital, donc on va lui envoyer tel, il faut qu'elle vienne à telle chose, il faut qu'elle soit ici. Donc, il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes, extérieures, mais intérieures aussi. Je pense que Dr Souma avait aussi fait, avec le service de psychiatrie de l'hôpital principal ou avec un étudiant qui faisait un mémoire ou une thèse, les facteurs de stress chez les soignants. Et on était surpris de se rendre compte qu'en fait, c'était la sollicitation extérieure qui était plus stressante. Parce qu'effectivement, comme notre système de santé est ce qu'il est, les gens, avant de venir à l'hôpital, vont se renseigner et savoir, docteur Nour, c'est la fille d'un tel Nour, elle est à l'hôpital tel, je le connais, donc je vais passer par elle pour qu'elle puisse me trouver un rendez-vous. Docteur Nour, ne sachant pas quoi faire parce que c'est l'oncle d'eux, ou c'est l'ami de la maman ou du papa, donc va dire, ok, va appeler Madame Dembélé, je suis désolée Madame Dembélé, est-ce que vous pouvez me voir telle ou telle personne? Madame Dembélé avait déjà une liste, mais comme c'est docteur Nour qui appelle, il faut bien que je maintienne bien les liens. Donc ça fait que c'est déjà ça, une pression, une surcharge qui est là. L'autre chose, c'est au niveau institutionnel, c'est l'organisation du travail. Malheureusement, dans nos systèmes, l'organisation du travail parfois pose beaucoup de problèmes. Donc, la prévention, c'est une meilleure organisation du travail. Qu'il y ait des gens, surtout dans le secteur des soins, des gens qui soient là parce qu'ils sont qualifiés, ils sont là pour pouvoir faire le boulot qu'ils font. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on est dans un service, on a peut-être un effectif de 10 personnes, mais sur l'effectif de 10 personnes, peut-être qu'il y a 3 qui sont vraiment opérationnels, on va dire. On en a 7 qui sont des boulets à tirer. Bon, ça épuise les 3. Parce que si c'est un boulot, parce que si l'organigramme dit, OK, il faut 10 personnes pour ça, et qu'en réalité, dans les 10 personnes, il n'y en a que 3 ou 4 qui font le travail de 10 personnes, vous imaginez ce que ça peut donner. Et rapidement, c'est des personnes qui vont s'épuiser physiquement et psychiquement aussi. Ensuite, il y a tout ce qui est système de valorisation, de reconnaissance, de mérite, qui parfois peut aussi faire défaut, qui va venir égratigner cette personne qui se lève et qui vient travailler. Il y a toute cette question de l'équité. Il y a toute cette question des groupes dans les institutions de soins, où ça c'est le groupe des tels, ça c'est le groupe des tels, ceux-là s'entendent avec ceux-là, ceux-là ne s'entendent pas avec ceux-là. Donc c'est une atmosphère qui ici, elle est conflictuelle aussi, va faire un terreau par rapport à éventuellement un burn-out. Et le manque de matériel qui va faire que on est dans les soins. Et dans les soins, c'est de la souffrance du matin au soir. Quand on vient à l'hôpital, c'est pas pour rencontrer des gens qui sont en forme et qui rigolent. Il y a ce qu'on appelle la résonance. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains et qu'on va voir des patients et qu'à travers ces patients, on peut se voir nous, on peut voir un proche, quelqu'un qui a eu la même chose. Et c'est des choses qui viennent, qui nous remuent, qui nous font beaucoup mal. Je vous donne un exemple. Une fois, je suis allée en liaison, parce qu'on fait ce qu'on appelle de la psychiatrie de liaison. On est allé en liaison à la pédiatrie pour voir un enfant qui avait été victime de sévices corporels, un enfant qui avait 10 ans.
à qui on avait fait 4 gaillards avec beaucoup d'acharnement et quasiment la peau des fesses était partie, quoi. Donc, c'était un patient qui pouvait même pas se coucher sur le dos, qui pouvait se coucher sur le ventre et qui était en attente d'une greffe. Donc, il souffrait énormément. C'est un enfant qui n'avait peut-être pas 10 ans. Hein, je suis allée avec un de mes collègues pour faire la visite et mon collègue n'a pas pu continuer la séance parce que le patient qu'on était en train de voir avait à peu près l'âge de son enfant. Et il s'est vu dans autant de cruauté, autant de violence, autant d'acharnement sur cet enfant. Il a pu sortir. Heureusement, on était 2. Moi, j'ai pu terminer l'entretien. Et ça, c'est ce que les soignants vivent tous les jours. Tous les jours. Ils rentrent chez eux, ils laissent un malade, ils sont en train de se dire « Ah, je vais le retrouver, je ne vais pas le retrouver. Ah, il a été attaché à moi, il s'est passé telle chose, il s'est passé telle chose. » Donc, il faudrait qu'on puisse, dans cette prévention-là, savoir qu'est-ce qui vient justement creuser le terreau de ce burn-out-là. C'est travailler dans des conditions très, très difficiles, travailler sans moyens, ne pas être reconnu, ne pas être valorisé. Je reçois beaucoup de jeunes médecins. Quand je discute avec eux dans les liaisons, souvent, j'ai le temps de discuter et de voir. Mais après, on se rend compte que même dans la formation, c'est sur les choses qu'ils n'ont pas bien fait seulement qu'on va insister. C'est assez rare qu'on leur dise « Ah oui, c'est super, ça, tu as bien fait. Ah, ça, tu as bien deviné. Bon, pour ça, peut-être, il faudra que tu fasses attention. Tu pourrais reprendre ça autrement ou l'autre chose. » Alors, ok, c'est peut-être la formation qui peut, je n'en sais rien. Mais si ça tombe sur une personnalité anxieuse, anxieuse, quelqu'un qui déjà doute beaucoup de lui, vous êtes en train de le massacrer et de le casser. Et donc, c'est quelqu'un qui, après, quand il va aller à l'hôpital et qui va recevoir des coups, va être là en train et peut-être même de faire des manifestations d'angoisse, de faire des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Donc, ce qui permet, en tout cas, de l'atténuer, c'est d'avoir un environnement de travail adéquat, déjà. Et donc, ça, c'est du rôle de l'institution. Et le médecin du travail peut beaucoup aider, comme le disait tout à l'heure Dr Ndou, en allant voir les agents dans quoi ils travaillent, comment ils travaillent, et en pouvant faire des recommandations à l'autorité qui va faire attention peut-être en fonction des moyens. Maintenant, comme on dit encore qu'on est dans un pays sous-développé et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, il y a quand même des choses qui peuvent se faire en interne. Je sais que les médecins font souvent des staffs, ils s'arrêtent sur les dossiers des malades, on discute, nanani, nanana, mais c'est assez rare qu'on s'occupe d'eux-mêmes. Pendant qu'on fait le staff médical, rien n'empêche de parler des patients et après de se préoccuper de l'équipe, comment ça va. Par exemple, surtout s'il y a eu une garde difficile la nuit ou s'il y a eu, je ne sais pas moi, un afflux massif de blessés ou des choses comme ça où tout le monde a dû être à cran et tout, mais qu'on se pose 5-10 minutes et qu'on demande à tout le monde alors comment ça a été cette nuit, comment ça s'est passé et que les gens puissent en parler, dire c'était difficile pour moi, j'ai eu des problèmes sur telle chose, ah non ça m'a énervé, il n'y avait pas telle chose, j'ai hurlé sur telle... Et ça permet de s'auto-réguler en interne déjà pour le faire. Maintenant, pour le faire aussi, il faut qu'on ait qu'on se sente en sécurité aussi dans le groupe. Hein. Si dans le groupe, on n'a pas l'impression qu'on est en sécurité et que si je dis quelque chose, si je dis que ouais, j'étais pas bien ou que j'arrive à me lâcher, à pleurer, à craquer et que je me dise que demain, ça va faire la une de tout l'hôpital et que tout le monde saura que Dr Nour, on a fait une réunion, elle a craqué, elle a pleuré, bah, Dr Nour ne va pas se laisser aller non plus. Donc, c'est comment travailler aussi cette bienveillance au sein de nos propres équipes. On parle souvent de moyens. Ce n'est pas toujours le matériel, mais c'est surtout qu'on reprenne cette habitude de faire attention à l'autre, de veiller à l'autre, de regarder l'autre. L'autre chose, c'est que les médecins, les soignants, bah, on est des êtres humains, on n'est pas des demi-dieux, on n'est pas des petits frères de Dieu, on n'est pas là après Dieu. Il faut qu'on puisse avoir une vie, qu'on puisse faire autre chose en dehors du travail. Très souvent,
on ne sait pas trop comment ça va avec nos enfants, on est arrivé trop tard, on arrive, ils sont déjà endormis, on se réveille, on part, ils ne sont pas encore réveillés, on est parti 2 jours, on revient. Une fois, mon mari a pris quelques jours, il a fait 5 jours à la maison et mon fils m'a dit, maman, papa, il a pris sa retraite. Et c'était grave parce que son père pouvait beaucoup bouger. Il était plus petit. Quand il arrivait parfois, c'était un peu tard. Donc, et après, ça a fait une forte culpabilité chez les soignants. Ils culpabilisent beaucoup de ne pas être là avec leur famille, de ne pas être là avec les enfants. Ils vont beaucoup compenser souvent avec l'argent, en dépensant de l'argent, en achetant des cadeaux, en faisant des choses, alors qu'il faudrait qu'on arrive à s'aménager du temps pour nous faire plaisir, faire des choses qui nous font du bien. Aller faire du sport, par exemple. Docteur parlait tout à l'heure de tout ce qui est lombalgie, machin et toute autre chose. Très rarement, les médecins font du sport. On a le temps d'aller nager, on a le temps d'aller danser, d'aller même aux cérémonies familiales. On est après étiqueté de... Moi, à un moment, tout le monde disait, ah, de toute façon, elle, c'est même pas la peine de lui annoncer, de lui dire qu'un tel est décédé parce qu'elle n'aura même pas le temps d'y aller, elle travaille tout. Et du coup, finalement, il conseille le sport tous les jours. Hein. On s'enferme dans quelque chose qui, après, fait que, de l'intérieur, on est en train de se consumer, jusqu'à un moment où on se rend compte qu'on est arrivé à un certain point et on se pose la question de comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et c'est ce qui a été vu dans les rapports, dans la cellule de soutien psychologique qui était là pendant la COVID. C'est des gens, très souvent, qui ont préféré ne pas rentrer chez eux, de peur de transmettre le virus à la famille, qui se sont beaucoup angoissés, beaucoup inquiétés. Et il y en a beaucoup qui avaient beaucoup de soucis avec les honoraires qu'on payait là. Certains en avaient, d'autres n'en avaient pas, ce qui faisait que quand même, il y avait beaucoup de sentiments de frustration, beaucoup de démotivation. Et ce qui va faire que les gens vont se braquer, vont être dans une anesthésie émotionnelle à la limite, se protégeant, et ce qui fait que le rapport avec l'autre devient conflictuel, devient difficile, on est moins accueillant, et après maintenant que Internet, les réseaux sociaux ont décidé d'être aussi des médecins en ligne, tout le monde va s'y mettre et dire que voilà, ils sont acariaques, ils sont ceci, ils sont cela, et donc c'est très très important qu'il y ait une politique de bienveillance pour les soignants. Il y a des choses qui peuvent se faire en interne déjà avant que la structure aussi a un rôle à jouer. La structure doit aussi se préoccuper de ses agents. Parce que si tous les agents sont malades, ne vont pas bien, le docteur ne me démentira pas. Il y aura beaucoup de repos médical, beaucoup d'absentéisme. Dans tous les cas, c'est dans la productivité que ça va agir. Et donc, on a tous intérêt, en fait, que les soignants se sentent bien pour que les choses aillent de l'avant. Donc, il y a vraiment une prévention au niveau collectif, au niveau individuel qu'il faut mettre en place, éviter qu'on en arrive au burn-out. En France, on a beaucoup de soignants qui se sont suicidés. Hein? Bon, maintenant, ici, le suicide, on n'en parle pas beaucoup forcément, parce que c'est encore quelque chose de tabou, mais il y a quand même des équivalents suicidaires. Parce que des soignants qui se shootent quasi certains produits, quand même, ça peut être considéré comme des équivalents suicidaires. Et ça, c'est quand même le summum de la souffrance qu'on peut avoir chez un soignant. Merci, Dr Dembélé. Alors, une dernière question avant de fermer cette session. Dr Dembélé, Madame Dembélé, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut avoir du temps pour soi. Alors, comment mieux concilier vie professionnelle et vie privée? Alors, c'est très facile. Moi, j'apprends maintenant à le faire. Depuis 10 jours, je vais au sport tous les soirs. C'est déjà pas mal. Très bien. Je pense que c'est important de savoir quelles sont nos limites, en fait. C'est très important. Très souvent, on n'arrive pas à définir nos limites. On a normalement
un cahier de charge, une fiche de poste, et on sait ce qu'on doit faire. Et il faudrait que chacun, à la place où il est, fasse ce qu'il a à faire. Si déjà ça, on l'a, on a fait un gros pas. L'autre chose, mais c'est pouvoir aussi avoir une vie sociale. Parce que c'est ça qui vient contrebalancer et faire un équilibre. Qui permet qu'on puisse être en autre chose à un moment, faire le off, Se déconnecter. se déconnecter, aller au restaurant, se payer des vacances. C'est très compliqué dans notre société parce que très souvent, on est aussi soutien de famille, il y a beaucoup d'attentes après, et souvent les gens culpabilisent même de partir en week-end avec leur conjoint ou avec leurs enfants, de partir en vacances, de s'offrir certaines choses. Et ça ne permet pas de réguler. Parce qu'on a besoin aussi d'avoir quelque part où on peut décompresser les choses, se ressourcer pour revenir. Un bilan médical des travailleurs est important, mais un bilan psychologique aussi est tout aussi important. Et ce serait bien qu'on puisse l'instaurer dans les différents services pour pouvoir accompagner les soignants et les aider à se ressourcer, à être bien. Parce que quand ils vont être bien avec les patients qui vont arriver et il y aura moins de tension parce que justement, on pourra faire face à des choses. Merci. Alors, je vais voir s'il y a quelques questions. Ismaël, si tu permets, je vais peut-être juste rajouter quelque chose. Oui, juste dire que pour moi, peut-être qu'on pourrait changer les mentalités au niveau de la formation. Il faut qu'on commence à la base. Quand les étudiants, oui, au niveau de l'université, il faut que la prise de conscience soit là, que nous sommes des êtres humains. Il faut qu'on nous le dise. Parce que là-bas, c'est plutôt le formatage, c'est plutôt, après Dieu, c'est vous. Et ça, c'est ce qui fait que quand les gens arrivent sur le milieu de l'hôpital, le fait d'accepter que ce sont des êtres humains qui ont des besoins n'est pas là. Enfin, pas de besoin, pas de douleur, pas de souffrance, pas de rien. On met la carapace, le masque et on y va. Les rares médecins qui comprennent, parfois c'est parce qu'ils sont tombés malades. C'est après qu'ils ont prise de conscience. Ou il y a eu Covid, des gens comme moi ont compris quand le truc s'est arrêté là, on s'est rendu compte que, mais il y a une autre façon de travailler. Le sport, fondamental, Madame Dembélé l'a dit, on conseille le sport, on ne fait pas de sport. Même exercice physique, on ne fait pas. L'alimentation, qu'est-ce qu'on mange? De médecins. Dominique? Pardon. D'étudiants à médecins, ou même jusqu'à la retraite. Parfois, on ne maîtrise pas ce qu'on mange parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on mange ce qui nous tombe sous la main, on mange ce que quelqu'un d'autre prépare. Et la plupart du temps, on finit obèse, hypertendu. On pense que c'est parce qu'on a l'argent, mais on est sédentaire, on mange mal et on va tomber malade. Justement, parce qu'on n'a même pas le temps de s'asseoir et de mettre en pratique ce qu'on conseille aux autres. Cordonniers mal chaussés, les pires cordonniers, enfin, les moins bien chaussés, c'est nous. Ensuite, les congés, elle en a parlé. Congés, il y a beaucoup de personnes soignantes qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'aller en congé. Moi, ça me rappelle la maxime des Wolofs qui disent Njabot talul de, talul tuki wante tal na de. Talul feebar sax, talul feebar, waaye tal na de. Ndax day feebar qui traîne la maladie, jusqu'après ça devient ouf. Exactement, Madame Dembélé. Ça veut dire que le soignant n'a pas le temps de voyager ni d'aller en congé, mais il a le temps de mourir. Et quand il meurt, justement, c'est mortel comme les autres, on trouve un moyen quand même de faire marcher le service. Avoir d'autres sujets d'intérêt, dans d'autres centres d'intérêt. Il y a beaucoup de soignants aussi avec lesquels je discute qui me disent on ne sait pas faire autre chose que la médecine. Mais si on a pu faire médecine, c'est parce qu'on est assez intelligent pour faire autre chose. Si on est soignant, que ce soit, comme j'ai dit, de médecin à la porte, si on a pu travailler dans un hôpital, prendre sur nous toute cette charge mentale-là, c'est parce qu'on sait faire autre chose.
il faudrait peut-être qu'on commence à penser à faire autre chose de notre temps libre. Et comme elle a dit, de s'arrêter aux 8 heures qu'on nous demande et de ne pas faire 16 heures à l'hôpital parce qu'on est dévoué aux malades et que sans nous, le service va s'écrouler. Il ne va pas s'écrouler. Et ça, on met du temps à s'en rendre compte. Moi, j'ai appris aussi et On n'a pas j'apprends. cherché à faire autre chose. Et c'est depuis la faculté de médecine, comme tu l'as dit. Il faut, Que ça commence. à la base, on t'apprend que c'est la médecine, rien que la médecine. Et du coup, tu n'arrives pas à faire autre chose, tu n'arrives pas à apprendre autre chose, mais il n'est jamais trop tard. Et ce formatage-là, quand ça tombe aussi sur une personnalité, parce qu'il y a aussi la personnalité de l'individu qui va jouer. Hein. Il y a certaines personnes qui vont, pour X ou Y raison, pouvoir faire face. Mais si quelqu'un, comme vous dites, je suis désolée, il y en a certains, ils ne savent pas faire autre chose. Hein. Ils n'ont jamais su faire autre chose. Ils ont été toujours sérieux dans leur vie parce qu'ils devaient prouver des choses, parce que, par rapport à leur histoire de vie. Après, on va à la fac de médecine et tout le monde te dit que à la fac de médecine, c'est difficile. Tu n'as pas le temps d'aller danser, tu n'as pas le temps d'avoir un petit copain, tu n'as pas le temps de ceci, tu n'as pas le temps de cela. Il faut étudier, il faut bachuter, machin. Finalement, je suis désolée, ils ne savent pas faire quoi faire autre chose. Et comme vous dites, moi je suis d'accord qu'au niveau de la formation, il faudrait aussi qu'on puisse, en tout cas que les seniors qui ont quand même eu une certaine expérience, qui sont passés par certaines choses, puissent quand même lâcher du lest, montrer aux jeunes qui arrivent. Voilà, il y a quand même d'autres choses possibles à faire et que ce n'est pas forcément incompatible. La preuve, quand un médecin est malade et qu'il est en repos médical, il revient, un médecin tombe malade. Oui. Vous avez tous entendu ça, quoi. Non, mais ça, c'est terrible. Hein? Une fois, docteur, il a fait. Déjà, présenter un certificat médical pour un médecin un peu crédible. Hein? Donc, si on est pris aussi à ce propre jeu-là, bon, parfois, ce n'est pas un jeu forcément, hein, c'est parce que chez cet individu, il y a des choses qui font que cette personne a besoin de ça. Donc, ce n'est pas qu'il le fait parce qu'il est dévoué réellement, mais inconsciemment, c'est parce que c'est aussi peut-être ça qui est sa nourriture, qui lui permet de remplir certaines choses dans sa vie à elle, qui ne sont peut-être pas, qui ne maîtrise pas forcément, mais des angoisses ou d'autres choses qui sont là. Il veut prouver des choses même à soi-même. Et malheureusement, comme vous le dites si bien, docteur, c'est quand on tombe malade, quand on est passé de l'autre côté, qu'on a dû nous prendre en charge et qu'on s'est rendu compte quand même que la Terre a quand même continué à tourner. Que finalement, c'est pas... Écoute, peut-être que finalement, si je lâche du lest, ça va pas faire trop de mal. Et c'est important de pouvoir faire ça. Mais c'est l'ambiance de travail aussi, je pense, qui le permet. Quand on est dans une équipe aussi, où les gens peuvent se soutenir mutuellement, regarder l'autre, dire que mon collègue là, aujourd'hui, ça va pas trop bon, je peux prendre quelques patients, non, diminue un peu, non, mais voilà, ça c'est des choses aussi, c'est très important. Et moi, je trouve que parfois, il y a beaucoup de manque de bienveillance entre nous-mêmes, parce que pour X ou Y raison. Donc, on est aussi des personnes qui avons peut-être vécu beaucoup de choses très, très difficiles, qui ont fait qu'on s'est barricadé. On a été beaucoup démotivés pour beaucoup de choses. Et il y a de l'angoisse aussi, hein, c'est de la responsabilité quand même. Tout ça, c'est des choses assez lourdes qui peuvent faire que, voilà, on est souvent dans ce genre de relation-là et on s'enferme, on s'isole et ça crée beaucoup de problèmes. Quand j'ai vu, je m'excuse, hein, je dois arrêter ou bien je peux continuer un tout petit bout. Allez-y. Je pense que vous avez le droit d'y aller. Allez-y. J'ai vu dans la presse il n'y a pas longtemps, on a titré un réanimateur trouvé mort dans un hôpital avec un produit ou je ne sais pas trop quoi. Bon, après 2 jours après, on dit non, ce n'est pas un réanimateur, c'est un brancardier ou c'est un garçon de salle ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, pour moi, ça, c'était quelque chose de très, très fort aussi. Ça montre la souffrance des soignants et peut-être leur grosse solitude. Parce qu'ils n'osent même pas dire ou montrer qu'ils souffrent. Parce qu'on leur a peut-être appris que ce n'est pas possible de le dire ou de le montrer.
il faut rester fort. Moi, ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir et qui me disent mais moi, je suis forte et tout, je dis c'est les personnes fortes qui me font le plus peur. Être fort ne veut pas dire avoir mal, ne veut pas dire ne pas pleurer, ne veut pas dire ne pas se laisser aller sur l'épaule de quelqu'un d'autre. C'est d'ailleurs ça, être fort. Savoir qu'on a des moments où ça ne va pas et qu'on lâche, qu'on aille se laisser aller chez quelqu'un, qu'on pleure un bon coup, qu'on perd un malade, qu'on pleure, parce que ça fait mal. Qu'on pleure un bon coup, que les autres nous consolent, nous ceci, nous cela, et que après on reprenne parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire, ce qu'on a pu faire, et qu'on essaie de voir avec quelqu'un d'autre jusqu'où on peut aller. Donc la question des limites revient encore. Tout à fait. Un témoignage, Diallo. Désolé, vas-y. Tu voulais dire quelque chose, Dominique? Oui, je voulais dire sur ce qu'elle, juste un peu pour parler de l'actualité, nous avons des collègues qui ont vécu des choses très difficiles. Je pense que la première des choses, c'est de la bienveillance. On a tous eu la réaction émotionnelle de on les soutient, c'est nos collègues, ils n'ont pas, enfin, ils ont raison, etc., etc. Mais derrière, le soutien psychologique, parce que c'est des gens qui ont vécu des choses difficiles, à qui est-ce qu'ils ont parlé. J'espère qu'on a fait cette partie-là du travail, de les mettre en rapport avec quelqu'un, même si au début, ils vont dire, je n'ai rien à dire, tout va bien, tout ne va pas forcément bien, et au fur et à mesure, ils vont s'ouvrir. Donc, avoir cette possibilité-là de parler à quelqu'un, et ça m'amène à la couverture médicale des médecins. Peut-être que ça, c'est un autre sujet. Parfois, aller voir un psychologue aussi, même si c'est dans la structure, ça peut coûter cher parce que ce n'est pas toujours gratuit. Ouais. Donc, couverture médicale, même pour les soins, il y a des médecins qui travaillent, qui ont un contrat et peut-être qui ont une couverture médicale, et même quel genre de couverture médicale, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de couverture médicale, qui sont soignants, enfin, je dis médecins, mais je devrais dire soignants, qui sont soignants, et du coup, ça impacte sur leur suivi. Parce que dans les hôpitaux, de plus en plus, la gratuité qu'il y avait avant peut-être pour le personnel soignant n'est plus là parce qu'on est de plus en plus nombreux, on est dans la rentabilité, on est dans plein de choses, on est dans des systèmes qui collectent tous les actes faits et toutes les prestations. La couverture médicale, pour moi, devrait aussi être quelque chose sur lequel on devrait insister si on veut prendre soin des soignants. Il faut qu'on leur mette une couverture médicale béton qui leur permette de se soigner quand il faut, d'aller voir le psychologue parce que les consultations de psychologie en général ne sont pas remboursées. Je ne sais pas si les gens sont au courant. C'est le psychiatre qui est remboursé parce qu'il prescrit, mais on ne veut pas arriver chez le psychiatre. On veut le psychologue pour aller mieux et reprendre le boulot. Donc, il y a un ensemble de choses à mettre en place pour que les soignants se sentent bien et en sécurité. Parce que dans ce Sénégal-là, actuellement, c'est plutôt de l'insécurité et de la précarité qui fait que on n'est pas bien du tout. Et parmi les mécanismes de prévention, justement, il faut aussi qu'on prenne ça en compte. Merci. Dia Diallo, merci Dr Ndou, une dame très généreuse. Nous vous souhaitons une excellente santé. Dominique. Alors, est-ce qu'on peut utiliser le switchball? Oui, tu as répondu déjà, Dominique. Et je pense que c'est tout très intéressant. Merci à vous de la part de Ludo. C'était super. Merci beaucoup. Maureen, merci. Ben, c'était très intéressant. Je vais vous laisser 1 minute chacune pour le dernier mot. Madame Dembélé. Alors, vous remercier déjà parce que je pense que ça, ce qu'on vient de faire, c'est déjà aussi participer à la bonne santé du personnel. Hein, parce que c'était aussi parler de nous, parler de nos difficultés, savoir un tout petit peu comment on peut faire, comment on peut se préserver, comment prendre soin de soi. Moi, je pense qu'avec le peu de moyens qu'on a, on peut faire énormément de choses. Ça ne demande pas beaucoup. Hein. Déjà, dans la petite cellule de service où l'on est, essayer de voir son collègue
de voir comment il va, de ne pas être toujours en train de le taper dessus, de ne pas toujours penser que, voilà, il fait mal, il n'est pas bien, il n'est pas ceci, mais de lire un peu derrière, d'appeler son collègue, de voir qu'est-ce qui se passe, de soutenir, qu'on soit dans une forme de bienveillance, qu'on puisse avoir aussi des réunions, des staffs, même si c'est une fois par mois, où les gens peuvent se poser, se préoccuper de la bonne marche du service, de qu'est-ce qui est difficile, de qu'est-ce qui manque. Quand on a, par exemple, là, avec la COVID, nous, ce qu'on a eu à faire, on a pris les devants, on a fait un peu de la supervision pour quasiment tous les services de l'hôpital parce que voilà, c'était quelque chose de très, très difficile. Surtout dès qu'on a dit qu'à principal, il y avait un malade dans un service et que les gens fuyaient principal. Tu appelais un coursier, non, je ne rentre pas dans principal. Voilà. Et c'était cette stigmatisation des soignants qui quand même étaient là pour aider les gens, mais qu'on stigmatisait, qu'on fuyait. Et il faut leur ouvrir une porte pour qu'ils puissent dire les choses, exprimer les choses et qu'on puisse essayer, ne serait-ce que ça déjà. Avoir des sorties, c'est important. Pouvoir organiser des choses, aller dehors, pas rester dans l'hôpital, aller faire un yendou quelque part, aller faire une petite visite quelque part, organiser, je ne sais pas moi, la fête de remise de trucs pour les retraités ou bien fête de présentation des vœux au chef de service. Voilà, avoir d'autres moments où on peut se rencontrer autrement, dire autre chose, faire autre chose, apprendre à faire autre chose, à connaître. Pour moi, si on garde une chose aujourd'hui, reconnaître ses limites, savoir s'occuper de soi-même, savoir se divertir, avoir une vie à l'extérieur, déjà si on arrive à avoir cette chose-là, je pense qu'on ira moins mal en attendant que tous les moyens arrivent. Et puis, bah, le médecin du personnel qui reste quand même quelqu'un d'incontournable pour moi dans un service, le renforcer, lui donner beaucoup de moyens et l'écouter. Que les autorités l'écoutent aussi parce que, voilà. Merci. Ouais. Merci, Madame Dembélé. Dominique? Moi, je pense que je vais aller à Principal pour pouvoir travailler avec Madame Dembélé parce que là, je pense qu'elle a dit vraiment le mot de la fin et je retiens ce qu'elle dit, hein, bienveillance, parce que la bienveillance nous aidera à aller bien. Débriefer pour s'autoréguler, ça aussi, je le retiens, Madame Dembélé. Débriefer, il faut qu'on apprenne à débriefer et on ne débriefe pas la plupart du temps parce que justement, on ne se sent pas dans un environnement safe pour débriefer parce qu'on ne veut pas être jugé. Oui. Et apprendre à faire autre chose. Parce qu'il n'y a pas que la santé aussi dans la vie. Enfin, moi, je pense que je l'ai appris et je pense que beaucoup de gens l'apprendront, ils l'apprennent déjà, apprendre à faire autre chose de sa vie. Je pense que ça, c'est aussi très important parce que les malades restent notre sacerdoce, mais ce n'est pas le sacré. Merci beaucoup, Ismaël, pour cette tribune que tu nous as donnée. Merci, Dominique. Merci, Madame Dembélé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retenons ce soir, soyons bienveillants les uns avec les autres. Ayons du temps pour nous-mêmes parce que pour un parfait équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou vie familiale. Merci à Mati, Dr Ibrahim Abdibé, Merveille, Brice Couton, Dr Christian, Cyrielle, Aïssa Sidibé qui nous a suivis depuis Montréal, Maïcha, alors Diana Cora, alors merci à vous tous. Maureen, merci, excellente soirée à vous et à très bientôt. Et un grand merci aux conjoints des soignants. Ah oui. Qui sont dans l'ombre et qui régulent beaucoup. Énormément. Les épouses, les époux, vraiment un grand merci parce que sans eux aussi, ça aurait pu être très difficile. Merci. Merci beaucoup, Madame Dembélé. Bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, Dr Ndo. Merci beaucoup. Merci.